Bon, si vous êtes sur Radio Libertaire, bien entendu, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bolloré, hein, tu passes. Voilà, cette voix qui vous présente aujourd'hui l'émission à Racaille avec William Turner à l'affiche et dont va vous causer ma camarade Piquet-Cou dans un extrait sur les confins du jour de Martine Lecause. Voilà, puis ma camarade, hein, elle a une diction parfaite, hein, contrairement à moi qui, de jour en jour, fait de plus en plus dans la confusion. Là, non, c'est du clair, c'est du net, c'est du top niveau, hein. Alors, on avait parlé de Turner il y a un an, pile poil, c'est début août, quand on avait vu le film de Mike Leigh, Mr. Turner. Ça nous avait donné envie donc de faire une émission sur son travail et sur son personnage. Et là, j'avais déjà lu un extrait donc d'un livre de Martine Lecause il y a deux parties. Une première, c'est La palette du jeune Turner, où là, on parle plus de sa jeunesse et comment en fait il va commencer à changer un peu le trait en brume, etc. Et puis la deuxième partie s'appelle Les confins du jour, donc qui est plus sur la fin de sa vie. Donc j'avais déjà lu un extrait il y a un an, et là donc j'en ai choisi un différent pour mettre en valeur en fait dans l'exposition qu'on a vue. C'est pour ça qu'on parle de Turner aujourd'hui, hein, faut quand même le préciser. C'est qu'on est allé à Aix, à l'hôtel de Caumont, visiter l'exposition Turner et la couleur. Et là il y avait une multitude d'aquarelles, et dont un passage à Venise aussi, quelques aquarelles de Venise où est passé Turner. Donc le passage que j'ai choisi, c'est Turner qui arrive à Venise. Comme il désirait la lumière toujours davantage, rompue et brisée, il décida d'interroger une dernière fois Venise, qui tendait vers elle son miroir d'eau. Il y arriva un matin d'août 1840, avec ses guêtres et son chapeau, sa boîte de couleurs et son parapluie. Les Vénitiens rirent d'abord de son accoutrement de vieux nain, mais quand ils le reconnurent sous ses cheveux blancs, ils l'accueillirent avec bonheur, comme ils eussent accueilli la beauté, la mort ou la joie dans leurs prodiges. Ils l'accueillirent comme le prince des rochers, le prince des tempêtes. Il livra son cœur gros à la ville hallucinée. Venise offrit ses églises, ses bateaux, sa légèreté, ses colonnettes et ses arcades, et ses fenêtres ouvertes sur des milliers de pays. Elle montra ses créneaux, ses pinacles, ses lions de pierre et ses oiseaux, ses mosaïques et ses ors, ses vierges, tous ses trésors. Quand soucieux ou chagrin, Turner baissait la tête, Venise l'attirait vers sa forêt de pieux plantée dans la lagune, et il voyait en eux les arbres retournés du bout de la terre. Il avait demandé un jour qu'on l'attachât au mât d'un navire qui sombrait, faute de pouvoir être lié à la vague et devenir la vague. Il était monté à bord de la Luciole pour percer l'horizon et renaître, poudroyé dans l'émulsion du jour au soleil levant. Il interrogeait à Venise le couchant sur la manière de mourir. Vers 7 heures du soir, Venise ouvrit à Turner ses milliers de portes et ses milliers de fenêtres. Éclatante et vaine, elle se fit raie et piège tendu, et mentit sur sa lumière. Il regarda les pierres s'évanouir autour de lui en disant la douleur des siècles. Elle déploya sur lui ses brumes roses, ses voiles d'air sursemés de dorures, et rappela à elle les gloires de Byzance et de tendresse, de la France qui lui abandonnait à un tous ses poètes. Il vit au loin les campaniles et les coupoles s'effondrer dans des épaisseurs bleutées. Venise simula à l'infini et les vertiges pour le séduire et pour l'éprouver. Magnifique. Voilà, donc c'est un des passages de ce livre qui raconte un peu toute la vie de Turner. Oui. Bah, c'est une vie d'émotion. C'est quelqu'un enfin voilà, à travers lui passait ces émotions qui nous font regarder ces paysages, ces aquarelles, mais comme ces huiles, parce que je vois pas vraiment de différence entre les deux. C'est un jaillissement de couleurs, de lumière, etc., etc. Et c'est vrai qu'il semblerait que Venise ce soit vraiment le lieu qui réunisse le mieux toute la beauté, si vous voulez, de la lumière, quoi, à travers évidemment les couleurs extraordinaires de Venise. Vous savez, ces rouges, ces ocres, ces bleus, etc., etc. Les soleils couchants sur la lagune, bref. Pour un maître comme Turner, c'était là jouer, si vous voulez, des musiques
extraordinaire que nulle part ailleurs il pourrait faire entendre à travers ses œuvres, comme là à Venise. Enfin, il a heureusement pu aussi montrer, si vous voulez, la beauté du monde ailleurs, en Angleterre, en Écosse, en France, voilà, en Allemagne, dans le nord de l'Europe aussi, où il est passé, partout où sa palette se frottait, si vous voulez, à la lumière, elle en faisait rejaillir toute la beauté sur ses feuilles de papier, sur ses carnets de croquis, sur ses toiles. Voilà. C'est on pourrait dire le maître de la lumière, absolument. Quoi. Il n'y en a jamais eu un comme lui. Et ça sera difficile pour un suiveur de faire comme cet homme extraordinaire. Voilà. Dont on riait quand on le voyait arriver, comme les Vénitiens l'ont vu arriver avec son parapluie, son attirail de peintre. Ce petit nain sous un casque de cheveux blancs, mais le nain, il était prodigieux. Voilà, Turner qui n'hésitait pas à parcourir à pied des kilomètres pour saisir le lieu, pour trouver l'endroit qui allait l'inspirer. Il faut imaginer, à cette époque-là, maintenant on râle quand un métro est en retard, on râle quand sur une ligne de chemin de fer il y a des problèmes, mais à cette époque-là, les moyens de communication, c'était des grosses diligences qui pouvaient se casser la gueule, comme c'est arrivé, il en a fait d'ailleurs une œuvre. Il fallait aller chercher des bœufs dans une vallée voisine pour redresser la carriole qui pesait je ne sais plus combien de centaines de kilos. Voilà, et lui, pendant ce temps-là, il peignait ce qui se passait. Ouais. Il perdait jamais une occasion de sortir ses pinceaux et sa palette. Oui, et il marchait à pied, et il prenait le bateau, et voilà, c'était le voyageur, voilà, dans toute sa... Je crois que c'est l'époque vraiment où les artistes, en tout cas, ils devaient faire un chemin dans leur vie, aller presque obligatoirement jusque dans la péninsule, en Italie, là, où ils retrouvaient, si vous voulez, les antiques, où ils retrouvaient les couleurs, etc., du Sud. Turner, il a fait tout ça, mais je vous dis, à pied, en diligence, à cheval, en bateau. Et cette histoire où il s'est fait ficelé à un mât en pleine tempête, où le bateau n'était pas sûr d'arriver à bon port d'ailleurs. J'imagine, si vous êtes déjà monté sur un voilier, ce qui m'est arrivé, j'ai aussi été sur un bateau en pleine tempête, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais j'ai jamais été ficelé au fait d'un mât. Quand vous voyez le ballon qui peut avoir un petit voilier de 12 mètres déjà en haut du mât sur la mer quand elle est un peu agitée, imaginez sur un bateau beaucoup plus gros comme il y en avait à cette époque-là. Voilà, et tout ça pour pouvoir comprendre, c'est toujours dans le même but de pouvoir transmettre par la peinture, par l'aquarelle, par l'huile, par les croquis, cette émotion. Voilà, c'est ça, Turner. Ça. De même que c'est pareil, s'il prenait le train, il pouvait se mettre penché à moitié de la fenêtre pour avoir cette sensation, sentir la vitesse, voir le paysage défiler. Ramasser des escarbilles plein la gueule, voilà. Vous imaginez Buren se faisant ficeler en haut du Belém, par exemple, oui, en traversée l'Atlantique, là, quand ça tape un peu, là. Non, nos artistes maintenant c'est le confort, attention, on fait pas de mousse, même si on va à Versailles à faire une installation débile, c'est pas l'artiste qui l'a fait, c'est des ouvriers, enfin personne met la main à la porte vraiment, on se salit plus les mains chez les artistes maintenant, puisqu'un mec comme lui, là, comme le nain, là, c'était autre chose. C'était les kilomètres à pince, c'était bouffer dans les tavernes infâmes, se balader au bord des précipices. Il est allé même au Mont Blanc, à la mer de glace. Ces machins, c'est de la rigolade pour lui. Ouais. Et c'était pas un athlète, attention. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Paolo Conte, Azzuretto. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui vous chante ce matin dans Arakaïa les louanges de William Turner. Tu pourrais dire tous ses prénoms, Dominique? Joseph Mallord. Joseph Mallord William Turner. Voilà. Oui, il y a un sacré petit bonhomme dont ma camarade va vous parler plus longuement. Mais je dois rappeler quand même tout de suite, parce que je l'ai au bout de la langue et puis après je vais l'oublier. C'est ce petit bonhomme à 14 ans. Attendez, c'est le fils d'un barbier. Hein. C'est quand même un barbier, c'est pas un lord. Hein, qui était marché de Covent Garden. Covent Garden. Voilà. Et à 14 ans, il a eu une dispense pour rentrer à l'Académie royale de peinture. À 14 ans. Hein? Le petit barbier, le fils du barbier, là, qui exposait, d'ailleurs, son père exposait ses aquarelles déjà dans sa boutique, et il avait déjà des amateurs à 14 ans de ces boulots. Vous voyez, voilà, il a été donc à l'Académie royale de peinture pendant 4 ans, hein, il a fait ses études classiques de peinture, après il a travaillé chez les architectes. C'est pas ce que tu devais dire? Oui, mais je te laisse dire du coup. Non, vas-y, continue, c'est intéressant. Non, je veux dire, je suis absolument fasciné par ce personnage parce que c'est quelqu'un qui vient pas de la, comment on dit, hein, ici dans le peuple de la cuisse de Jupiter, hein. Non, mais qui a fréquenté toute la gentry anglaise, des amateurs d'art, et c'était aussi quelqu'un complètement fou qui crachait. Qui crachait dans sa peinture dans son aquarelle, voilà, qui utilisait de la bière éventée pour travailler, qui grattait son papier, qui faisait des expériences extraordinaires, tout ça au service de la lumière, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce petit bonhomme qui venait de rien a été un des plus grands, peut-être le plus grand des peintres anglais, oui, peut-être probablement même le plus grand. Voilà, il a eu une popularité mondiale, enfin le monde, ce qui était le monde à cette époque-là, voilà, des artistes, et il a payé de ça. Voilà, c'était des artistes
qui allait au charbon. Il se contentait pas, lui, il n'avait pas de valet, il n'avait pas d'assistant qui lui faisait son boulot. Non, c'était tout seul qui travaillait. Des milliers de dessins, des centaines de carnets de croquis, des centaines de peintures, des centaines d'aquarelles, etc. 30 000 œuvres. En tout. Ouais. Alors j'avais ma petite copine Claudine au téléphone là qui me disait que sur l'histoire que Turner est attaché au Madame Bateau, apparemment on se demande si c'est une rumeur ou si c'est la vérité. On s'en fout. Non mais alors du coup Claudine étant au top de l'info, elle va faire des recherches et elle nous communiquera les résultats de ses investigations. Ouais, mais là il faut savoir rêver un peu l'histoire vraie ou fausse. Si cette histoire est née, en tout cas à propos de Turner, c'est qu'il y avait des raisons pour qu'elle naisse. Je dis, encore une fois, j'ai rien contre Buren, mais il n'y aura jamais d'histoire comme ça sur la vie de nos artistes contemporains, qui sont tous des bureaucrates. Voilà. Ouais. Alors, effectivement, Robert, donc, t'as déjà bien raconté un peu toute la bio. Si, toute la bio. Oui, mais c'est le principal, en fait. C'est tout ce démarrage. Et après, tout ce goût, en fait, de sa découverte, son goût du voyage qui est arrivé ensuite, hein, avec donc, comme tu disais, il est équipé au minimum. Il a toutes ses poches bourrées de carnets, tous les moyens de transport qu'il utilise, qui dessine sur le motif. Mais en fait, quand il dessine sur le motif, il fait juste un croquis en noir et blanc et il note les couleurs qu'il va mettre ensuite parce qu'il pense qu'en fait ça prend trop de temps de finaliser un dessin sur le motif, donc il préfère faire plusieurs croquis et terminer après dans son atelier. Avec une mémoire de la couleur qui est inimaginable. Et alors il va parcourir donc toute l'Angleterre et en fait il partira en Europe après la paix d'Amiens en 1802, hein, parce que on ne pouvait pas sortir d'Angleterre avant. Donc là effectivement il découvre Calais, la Savoie comme on le disait, la Suisse. Il va descendre, je crois, la Seine et la Loire en bateau. Donc, ce qu'après ont fait, je crois, ces Monet, les impressionnistes ont utilisé ces mêmes techniques de se mettre sur un bateau pour pouvoir dessiner. Et ben, effectivement, Turner l'a fait bien avant, de même qu'effectivement, il a peint la lumière avant Monet, quoi. Ah oui, et puis d'une manière, de mon point de vue, beaucoup plus magistrale que Monet. Donc, il est allé 3 fois. Pas de chauvin non plus. Ouais, il est allé 3 fois à Venise, hein, et c'est vrai que Venise, c'est aussi un tournant un peu dans sa représentation de la lumière, avec toute l'eau partout, les reflets sur l'eau, et puis comme on parlait, les palais là qui sont sur les contours du canal. Et il aura quelques mécènes, hein, il a le comte de Bridgewater qui va l'inviter dans sa propriété pour pouvoir travailler, qui achètera de ses toiles. Mais en fait, c'est surtout, il va créer sa propre galerie, comme ça, il peut exposer ce qu'il veut, comme il veut, sans avoir à subir des critiques. C'est unique dans l'histoire, pratiquement, de la peinture européenne, à part Courbet, qui a fait aussi la même chose, qui avait installé un chapiteau pour pouvoir balader ses expos, comme il était interdit dans les salons officiels, voilà. Mais c'est Turner, encore une fois, qui était pionnier dans cette histoire. Ouais, tout à fait, ouais. Donc on peut dire qu'il est transporté, ça c'est marrant, c'est un conservateur du Louvre qui racontait ça, qu'il est transporté par l'idée philosophique du sublime. Et en fait, c'est sublime, c'est-à-dire que c'est quand l'homme justement est confronté aux forces de la nature, aux forces brutes de la nature, au cosmos et à l'infini. Donc là, on dépasse la beauté pour aller encore plus loin, quoi. Oui, parce que la beauté, d'après toujours ce conservateur, elle répond à des canons tout à fait intangibles. Voilà, c'est dans un cadre, voilà, c'est quelque chose de tempéré, c'est quelque chose d'établi, alors que le sublime, ça casse tout ça et ça va au-delà, ça va jusqu'au risque. On risque, pas sa vie, mais peut-être aussi sa vie, mais en tout cas, on risque son regard ou sa pratique artistique. Ouais, mais ça, je trouve ça très intéressant, justement, cette analyse sur le travail de Turner. Donc, les œuvres de Turner, on peut les classer un peu en différentes périodes, hein. Il y a celle donc pendant laquelle il est en études, quand là il imite les maîtres anciens. Il était passionné par Claude Gelée dit Le Lorrain, par Poussin. C'était Claude Le Lorrain, en fait, il a admiré jusqu'à la fin de sa vie. Il a même exigé, je crois, que certaines de ses toiles soient accrochées. 2 de ses toiles accrochées à côté de 2 toiles du Lorrain. Ouais. Alors après, dans une seconde période, il travaille un peu selon les principes qu'il a découverts. Donc il imite personne. Et là, il fait ses tableaux, ses images. Et dans la 3e période, quand il arrive à peu près vers l'âge de 40 ans, là justement, il travaille à l'instinct. Et il se libère un peu des théories esthétiques et il peint vraiment en fonction de ce qu'il reçoit de la nature, quoi. Oui.
Oui, non, c'est ce qu'a rappelé Piquet-Cou d'une manière assez synthétique. Il faut jamais oublier, jamais perdre, si vous voulez, ce qui fait, l'aura de William Turner, c'est la passion, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement habité par son art, qui n'a rien à foutre de sa tenue vestimentaire, qui n'a rien à foutre de ses manières un peu rustaudes, etc. Que d'ailleurs ce comte dont vous parlez, Piquet-Cou, qui était un mécène fastueux, qui pouvait recevoir jusqu'à 6000 invités dans son immense propriété, faire des fêtes galantes aussi, parce que ça, c'était aussi là, dans cette Angleterre, quand même, qui a perdu tout ça avec cette Victoria de mes deux, là, mais ce côté vraiment, non seulement excentrique dans la vie sociale, mais dans la vie sentimentale aussi. Et Turner, ce petit bonhomme, a peint des aquarelles, a fait des dessins érotiques qui rappellent ces nuits, ces nuits orgiaques des soirées de ce comte, comment il s'appelle déjà ? Bridgewater. Il y a Lord Egremont aussi qui était un de ses mécènes. Ouais, Lord Egremont, voilà. Oui, c'était pas des petits, c'est pas des roturiers par contre, mais voilà, il y a cette espèce de chose qui est typiquement anglais, où si vous voulez, quand le génie a sa place partout, voilà, qui viennent du ruisseau, peu importe. Son génie remplace tous les passeports et de l'éducation. Et voilà, et notre Turner vivait là-dedans comme un poisson dans l'eau. Voilà, alors lui, il s'est jamais marié. Hein, il a toujours préféré, il a privilégié toujours sa vie d'artiste. Ouais. Et on voit, donc ça, c'est vraiment le film de Mike Leigh qui le montre dans la dernière partie de sa vie, quand il va quitter sa maison de Londres. Et là, il s'installe à Chelsea, à Margate. Hein, et là, il va se mettre avec la logeuse de son... Madame Bouffe, et devient Monsieur Bouffe, en fait. Ouais. Bon, et là, il peut passer inaperçu, ce qui l'arrange bien pour pouvoir travailler tranquille, quoi. Ouais. Mais alors, voilà, c'est en même temps, là aussi, je dis, c'est pas un canon de beauté, un tutu, hein. Mais il trousse sa logeuse de manière joyeuse. Et après, sa logeuse qui était veuve, hein, évidemment, d'un marin. Et après, ils ont vécu ensemble pépère, là, voilà. Lui, c'était Monsieur Bouffe, et personne ne le connaissait comme le grand William Turner. Est-ce qu'il l'arrange, comme le dit ma camarade Piquet-Cou, ce qu'il l'arrangeait bien, parce qu'il n'en avait rien à foutre de sa notoriété, puisqu'il comptait ce qu'il puisse travailler peinard, voilà. Ouais, alors après, il y a l'héritage de Turner. Donc là, il fait un legs de tout son atelier. Et la vente de ces biens, justement, doit permettre de construire une galerie qui est consacrée à son œuvre et aussi une institution pour venir en aide aux artistes. Donc, il y a, outre ces palettes, et ces tubes, ces trousses, ces flacons, il y a plus donc, comme tu disais, de 300 toiles, 3000 aquarelles, 20 000 dessins, des esquisses, 300 carnets. Enfin bon, il y a environ 32 000 œuvres au total, quoi. Ouais. Il lègue tout ça à l'État, attention, hein, il n'a pas légué ça à une personne privée, mais à l'État. Qui est chargé évidemment de gérer ce legs. Évidemment, les héritiers du père Turner n'étaient pas tout à fait d'accord, mais comme c'est l'État qui a assuré la gestion du legs, ils ont qu'à fermer leur clapet, voilà. C'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, l'émission Arakai, qui consacre son temps de parole aujourd'hui à cet immense William Turner, qui est un être humain d'abord, avant d'être un génie, mais de ce petit bonhomme issu des quartiers populaires de Londres, qui est devenu, si vous voulez, cet artiste immense qui a éclairé le XVIIIe siècle anglais de sa lumière. Alors nous, on est allés donc à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, donc là pour voir cette exposition Turner et la couleur. Alors ce qu'on peut en dire comme présentation, c'est que c'est déjà une exposition qui est énorme, qui est très riche. En fait, il y a 8 salles. Il y a eu la mise en place a pu être réalisée avec des prêts de la Tate Gallery de Londres. Hein. Donc il y a beaucoup d'aquarelles, il y a des gouaches, il y a des huiles prêtées par des musées anglais aussi ou des musées internationaux.
Et il y a des œuvres qui viennent aussi de collections particulières, dont certaines n'ont même jamais été exposées. Et tout ça, donc, cette exposition, elle va s'articuler un peu autour de l'évolution de la palette de Turner et de son rapport à la couleur, sur un parcours qui reste chronologique, thématique et géographique. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, dans la première salle, c'est l'apprentissage de la couleur, l'étude des grands maîtres. Donc, on voit il y a des toiles plutôt de première facture, un peu classiques. Hein. Après, on aura une salle de peinture en plein air. Il y a une salle sur son atelier, où alors là, c'est intéressant. Ils expliquent effectivement comment Turner a utilisé les couleurs et les pigments, comment tout au long de sa vie, il a élargi sa palette, hein, qu'il a utilisé les nouveaux pigments dès qu'ils arrivaient sur le marché. Il attendait pas de savoir s'ils étaient adaptés ou pas au travail des artistes. Donc c'est le premier Britannique, je crois, à expérimenter le bleu de cobalt, qui était produit donc à partir de 1802 en France, hein, ou alors le jaune de chrome, qui était présent en Angleterre en 1814. Et on se moquait souvent, on s'est beaucoup moqué de Turner justement pour son usage excessif du jaune. Et on lui reprochait même d'employer des verres peu naturels, des verres comme le viridien. Hein, voilà. Et alors pour ses ciels, il privilégiait le smalt. Lui, c'est un pigment traditionnel qui était grossièrement broyé pour que la couleur ressorte mieux. Donc il utilisait aussi des ocres, des couleurs terre, le brut plus, le noir d'os et l'orange vif, enfin beaucoup de variétés de rouge aussi fabriquées à partir de terre. Et il a utilisé des couleurs vibrantes aussi comme le vermillon, hein, dans des œuvres moins naturalistes. Et ça, il l'a utilisé toute sa vie. Et on a ces palettes qui sont présentées sous une vitrine et qui montrent qu'effectivement il y a toujours ces couleurs, des couleurs primaires, hein, le rouge, le jaune, le bleu. Et ce que tu disais, on raconte, c'était marqué, je crois qu'il crachait qu'il crachait pour étendre la couleur, ce qui apparemment dérangeait les visiteurs et qu'on l'aurait même surpris à mettre de la bière éventée. Et là, il y a un jour, il y a un de ses collègues qui interrogea et qui disait « Mais de quoi empâte-t-il son tableau ?» Et ce à quoi un autre peintre répondait « Je ne voudrais pour rien au monde être l'homme qui est à lui demander. » Vous pouvez imaginer d'ailleurs ce qu'il pouvait bien trafiquer pour ces mélanges de couleurs. Ouais. Et là, c'est aussi toute l'époque en fait de l'apparition des traités sur la couleur. Alors, il y a le traité de Goethe, hein, qui s'appelle le traité des couleurs. Il y a celui d'Arimos qui est sur le système naturel des couleurs. Alors ça, bon, c'est un peu plus rébarbatif. Un peu plus chiant pour dire les choses plus naturellement. Ouais, ça, tous ces trucs-là, ces traités sur les couleurs, sur les cheveux, les machins, c'est pénible. Enfin bon. Mais Turner était apparemment passionné par la chimie, par toutes ces choses-là. Voilà, bon, écoutez, il avait le droit d'avoir ses petites manies aussi, hein. Mais je pense pas qu'il respectait beaucoup les traités, enfin bon. Après, il y a une salle qui est consacrée, alors là, c'est une salle qui s'appelle de la couleur au noir et blanc, le succès public de l'œuvre. Ça, c'est intéressant, c'est aussi toute la partie de l'œuvre gravée. Ouais. Où justement, comme on parle de Turner en parlant de couleurs, mais c'est aussi à son époque que ces œuvres étaient diffusées sous forme de gravures en noir et blanc. Donc on a des eaux fortes, on a des gravures au trait, des aquateintes, des mezzoteintes. Et comme Turner était conscient de l'importance en fait de ce moyen de diffusion, il consacrait quand même beaucoup de temps et d'énergie à réaliser ces estampes. Hein. Il en a fait environ 900. Et donc il faisait une aquarelle, et quand il avait terminé son aquarelle, il l'a confié à un graveur professionnel, pour que le graveur justement prenne beaucoup de temps pour le mettre sur une plaque en cuivre ou en acier, et qu'il essaie au mieux de répercuter les niveaux de gris et les tonalités d'origine. Et comme Turner était très exigeant, en fait, c'est lui qui supervisait tout ce travail, et des fois les gravures pouvaient mettre jusqu'à 2 ans pour être réalisées. Oui, non, c'est les praticiens, ça se pratiquait beaucoup. À cette époque-là, il y avait des praticiens de la gravure, mais c'était aussi valable au 19e, au début du 20e, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et les artistes les accompagnaient, on en a déjà parlé dans cette émission à propos d'autres artistes, voilà, qui supervisaient le travail des praticiens. Et j'aurais pas aimé être praticien à cette époque-là, parce qu'il y avait des vrais... comme un Turner était assez exigeant, tyrannique, et à juste titre, parce que c'est lui qui savait, si vous voulez, si la lumière qui s'évertuait à traquer dans ses œuvres était bien transcrite dans la gravure, quoi. Ici, donc de passer
d'une peinture à une gravure et de pouvoir être fidèle à la peinture à travers le noir et le blanc, c'est pas évident. Ouais. Pas dire. Alors après, il y a une salle où c'est un extrait du film d'Alain Joubert. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2010. C'est celui qu'on a visionné en partie hier. Bon, c'est un documentaire, quoi. Oui, c'est un documentaire. Enfin, il y a semble-t-il, un conservateur de la tête, je pense, un jeune conservateur de la tête, et puis un conservateur aussi du Louvre, qui sont deux jeunes conservateurs, comme un peu du même type, du même genre que celui qu'on a reçu ici, le conservateur du musée national de Manille-les-Hameaux. Manille-les-Hameaux, c'est-à-dire de... Comment c'est, là où il y a Rosa Bonheur. Oui, non, mais... Ah, le nom de la... Oh là, on a un trou là tous les deux. Normalement, normalement, Pichicou n'a jamais de trou, mais là... Ah oui, Royal, machin, c'est... Non, l'abbaye royale des Champs, je sais pas quoi. Enfin, vous vous souvenez, là vraiment vivement... Non, mais c'est les vacances en même temps. Bon, vous n'allez pas nous juger sur un bafouillage. Port-Royal des Champs, l'abbaye de Port-Royal des Champs. On y arrive, hein, quand même. Port-Royal des Champs. Qui nous a laissé un très bon souvenir. Bon, on l'a retrouvé un peu hier soir dans ces deux jeunes conservateurs qui sont interrogés dans ce documentaire et qui expliquent très, très, très bien, chacun dans son style, Turner. Ouais, je trouve que ça complète bien avec le film justement de Mike Leigh qui est une fiction mais très très documentée. Ouais. Mais bon, on se laisse porter par le film, ce qui est quand même très agréable. Ouais. Mais là, même si on est dans un vrai documentaire avec des interventions, de conservateurs, ça passe, c'est fluide. Oui, parce que ces jeunes gens dynamiques ont une diction parfaite et savent de quoi ils parlent, ce qui n'est pas tout à fait le cas de nos politiques. On ramène beaucoup de choses à ça, mais en fin de compte, en ce moment, c'est eux qui mènent le bal et donc on subit, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi une salle qui est consacrée au séjour à Petworth House, ça c'est dans le Sussex. Donc là c'est la propriété justement d'un des mécènes de Turner qui l'accueillait donc chez lui et qui lui achetait des tableaux. Donc là Turner va peindre une centaine de dessins et d'aquarelles qui vont représenter le parc et le canal de Chichester. Après, il y a une salle sur les voyages et la découverte de nouvelles couleurs. Donc là, ce sont ces voyages en Europe, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en France, quand il descend justement le Rhône entre Lyon et Avignon, et où pendant 2 jours, il voit défiler des paysages devant ses yeux. Il observe les lignes de crête, les préalpes. Il va observer le Massif central, la vie animée du fleuve, les pêcheurs, les lavandières, les premiers bateaux à vapeur. Puis il va aller à partir d'Avignon et jusqu'à Marseille. Là, il va dessiner des paysages urbains et des monuments historiques, comme le Palais des Papes, le Pont du Gard, les arènes de Nîmes, le temple de la Maison Carrée. Et à Marseille, c'est un nouveau spectacle qui se présente au Pin, c'est celui donc du littoral méditerranéen qui va longer jusqu'au-delà de Gênes. Donc là, c'est les ports, la côte découpée, les rochers escarpés, les villages perchés, qui sont plutôt ses sujets de prédilection. Et en 1838, il se retrouve à nouveau sur la voie aurélienne. Et là, c'est le chemin du retour qui suit jusqu'à Aix-en-Provence. Puis après, pour aller sur Grenoble, Lyon, la route de l'Angleterre. Enfin, c'est vrai que il n'arrête pas, quoi. Non, vous imaginez un petit peu Pépère, là? Non. Voilà. Et puis, il y a une dernière partie qui est aussi sur Margate, donc le lieu où il va terminer sa vie, quoi. Ma camarade Picou aimerait beaucoup aller. Donc, il n'est pas exclu qu'un jour, on vous ramène quelque chose de Margate, vous voyez, parce qu'elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas. Non, mais je suis d'accord avec elle que ça serait intéressant de voir le lieu où les derniers amours de Turner et puis de sa vie, quoi, enfin de sa vie d'artiste, de grand artiste. Hein. C'est pas dans un lieu prestigieux, non, c'est à Margate, un petit port, voilà, où il a vécu les dernières années de sa vie. Voilà. Donc je sais pas, tu veux parler, il y a quelques reproductions dans le petit bouquin là, je sais pas si tu veux. Oui, enfin, ma camarade qui perd jamais le nord, elle a acheté à Connaissance des Arts, donc à Aix, à l'hôtel de Cormand, là, parce que d'abord, ça coûte moins cher que d'acheter le catalogue de l'Expo, c'était 9,50, le catalogue de l'Expo c'était plutôt 50, carrément. Et où il y a un peu le parcours qu'on s'est payé dans cet hôtel de Cormand. Comment On me gourde tout le temps.
Bon, il faudra vous y faire, hein, les auditrices, auditeurs de Racaille, parce que je perds un peu la boule. En fait, l'impression qu'on a, excuse-moi, après je te laisse raconter, c'est quand même mais c'est quand même qu'en fait, c'est presque trop important comme exposition et qu'on n'arrive pas à tout capter en une seule fois, quoi. Non, c'est vraiment trop important. Moi, au bout de la deuxième salle, j'étais déjà complètement anesthésié. Alors, au bout de la sixième, je vous dis pas parce qu'il y a des très petites aquarelles, il y en a une myriade de très petites aquarelles. Il y a très peu de grands formats. Moi, une halte qui m'a fait beaucoup de bien, c'est quand on a pu regarder ses outils de travail, ses palettes, etc. Là, j'étais heureux. Parce que moi, j'adore toutes ces choses matérielles, voyez-vous. Plus que les élucubrations lumineuses du camarade Turner. Mais là, par exemple, j'ai les tours Vermillon, c'est fait à Marseille en 1838, une aquarelle et gouache sur papier gris, 14,4 par 18,8 cm, c'est à la tête galerie à Londres. Et là, il y a des rouges, mais c'est des vermillons justement. Mais alors, faut voir comment. C'est, si vous voulez, c'est vraiment l'ultime stade avant l'abstraction pure et simple, voyez-vous. Mais alors, ces vermillons, ça a un éclat, mais je n'ai jamais vu de couleur pareille. Même hors production. Parce qu'hors production, en général, ça perd énormément. Mais même hors production, c'est éclatant. Alors, vous dire, quand vous êtes devant cette peinture, c'est l'aquarelle, hein, vous êtes aveuglé. Ce qui nous sauvait un peu, c'est que les formats étaient petits. Mais cette même chose-là, à un format un peu plus grand, vous ne pouvez pas tenir devant. Vous êtes foudroyé par la couleur, par l'intensité des couleurs. Alors évidemment, il y a aussi des choses plus léchées dans des peintures, etc., qui rappellent les peintures un peu naturalistes de cette époque. Vous voyez. Puis, ce que j'aime beaucoup moins, par contre, c'est qu'il a fait des œuvres d'après des œuvres de Poussin ou de Lorrain, et là je suis moins convaincu de l'intérêt de, comment dirais-je, de ce genre de travail. Voilà. Ouais, on y voit la technique parfaite, mais effectivement, il n'y a pas le... Justement, elle n'est pas si parfaite que ça, quoi, si tu veux. Je pense que Lorrain ou Poussin, leur technique était beaucoup plus aboutie, mais là, ce sont des copies. Je vois pas l'intérêt pour quelqu'un... Enfin, ça devait avoir un intérêt certain pour Turner, mais de nous les présenter comme des œuvres d'exception, je suis un petit peu plus dubitatif, parce que je suis pas un spécialiste probablement, mais comme j'ai une méfiance instinctive des spécialistes, je préfère évidemment le départ pour le bal de San Martino. Ah, celle-là, elle est super. Ah, elle est super, voilà. C'est des choses comme ça que j'aime beaucoup, mais quand ça frise, si vous voulez, l'abstraction plutôt que le naturalisme, quoi. Et la plupart des aquarelles comme celle-ci, le matin après le déluge, Moïse écrivant le livre de la Genèse. Alors on cherche désespérément Moïse qui écrit son livre de la Genèse. C'est un petit air chagalesque d'ailleurs, parce qu'il y a des tas de petits personnages à peu près indistincts qui sont dans une espèce de lumière étonnante, un tourbillon de lumière. On voit vaguement, Moïse écrivant son livre, là, mais il faut vraiment avoir des bons yeux. Et ça, oui, mais c'est la limite supportable pour moi. Mais bon, bien que je sois pas... Par contre, le soleil écarlate, souvenir de Mayence sur les reins, en 1835-1840, une aquarelle et gouache sur papier bleu encore, c'est pas du gris, là c'est du bleu. Voilà, j'aimerais bien voir ce papier bleu d'ailleurs. Bon. Et là, c'est pareil que pour ce que je vous ai essayé de vous décrire sur Marseille, c'est la même chose avec... Mais ceux-là ne sont pas des vermillons, ce sont plutôt des carmins ou des rouges. Voilà, avec un soleil jaune et puis un reflet sur le Rhin enlevé comme ça, c'est comme un serpent. Non, c'est magnifique. Là, voilà. Moi, j'aime ce Turner-là. Quand je vous dis, ça donne une impression, c'est vraiment... Quand on le compare, si vous voulez, au précurseur de l'impressionnisme, je pense qu'on est en plein dedans, parce qu'il donne l'impression, voilà, avec des couleurs, avec le mouvement des couleurs, mais il n'y a pas quelque chose de très distinct. C'est parce que si on nous disait pas ce que c'est, comme Tempête au large de Marguerite, une aquarelle et gouache avec des rehauts de blanc, etc.,
Eh ben, je dois dire qu'on voit pas grand-chose, quoi, à part les couleurs, à part le mouvement du pinceau, etc. Voilà. Par contre, oui, un navire approchant du port de Margate par grosse mer, là, ça fait penser un petit peu aux naturalistes qu'on a vus à Étaples, etc., etc. Oui, ça c'est voilà. Il y a aussi, oui, bon, après, il y a des peintures qui sont beaucoup plus réalistes et moi, ça m'intéresse moins. Sauf le château de Dolbarderne, au Pays de Galles du Nord, là c'est une huile sur toile, un moyen format, 119 par 90, ou là, oui, alors là, attention. Là, c'est de l'huile, mais de l'huile qui a la légèreté et la transparence de l'aquarelle. Et là, je dis dans des couleurs assez sombres, il y a des choses qui sont, des morceaux qui sont éclairés d'une manière, avec une délicatesse, une finesse. Je me demande comment le mec pouvait faire un boulot pareil. Voilà, enfin. Oui, c'est à peu près... enfin, on pourrait vous en raconter, mais je ne vais pas vous saouler comme j'ai été saoulé, moi, en regardant cette exposition. Sauf dernière, là. Ombre et obscurité, le soir du déluge. Voilà. Une huile sur toile, le 80-80, pas tout à fait, mais bon. Et là aussi, il y a un mouvement, il y a une violence, et en même temps une finesse dans le travail, si vous voulez, qui est assez impressionnante. Et encore une fois, c'est une huile, mais une huile avec la légèreté et la transparence de l'aquarelle pour un sujet hyper violent. Voilà, c'était Turner, l'hôtel de Corne. Oui, en fait, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est pouvoir avoir un billet à entrée multiple, venir, regarder 2 salles, repartir, mais revenir le lendemain. Pas tout le même jour, hein, oui, comme dit Dominique, le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, avec peut-être des pauses entre 2-3 jours pour se dégonfler la tête, hein, parce que là, c'est pas possible en après-midi, vous pouvez pas. Ce n'est absolument pas possible. Alors, il y a des gens, vous voyez, toujours ces éternels troupeaux de retraités avec leurs conférenciers qui font chier tout le monde. Voilà, alors ils ont tous des casques sur la tête, des machins de vidéo et tout, et qui suivent ça scrupuleusement. Alors là, eux, ils font tout, hein. Toutes les salles du musée, sans exception. Alors, si vous avez le malheur d'arriver derrière eux, là, c'est foutu. Il vaut mieux vite les dépasser parce que autrement, déjà qu'il faut se gaver une exposition où il y a des centaines de choses à regarder. En plus, si vous devez vous gaver les centaines de retraités en troupeau qui battent là-dedans, non, c'est impossible. Voilà. Malgré que l'accrochage soit magnifique, les salles soient belles. Et puis vous avez une petite salle de cinéma, vous pouvez vous taper un film aussi. Ouais, et ce qu'on a apprécié aussi, c'est que dans une autre partie de cet hôtel de Caumont, il y a justement une petite salle de cinéma où il y a un documentaire sur Cézanne, un petit film qui nous raconte la vie de Cézanne. Et là, oui, alors là, évidemment, on s'est posé les fesses, ça nous faisait du bien d'ailleurs. Puis on s'est dit, Cézanne, ça va peut-être nous dégonfler un petit peu la tête. Et bon, malheureusement, il y a un absent, et les acteurs ont un accent, mais alors épouvantable provençal, c'est presque de la caricature d'accent provençal, dommage. Muet, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, où on voit, Dominique n'est pas d'accord, où on voit Cézanne, bien interprétée d'ailleurs, dans les derniers jours de sa vie, plutôt. Non, il y a eu une rattrapage. Non, c'est toute sa vie, puisqu'on voit justement quand il devient père de famille, qui cache ça à son père. Enfin non, il y a toute sa vie. Ben, disons que la partie la plus intéressante pour moi, c'était la fin de sa vie, surtout cette scène magnifique, dernier jour de sa vie de peintre en tout cas, parce qu'après il va mourir gentiment dans les 2-3 jours qui suivent. Un soir d'orage où il ne peut pas s'arrêter de peindre malgré l'orage, la pluie. Il est devant sa Sainte Victoire. C'est son ultime toile de la Sainte Victoire. Et où il tombe d'épuisement. Son tableau s'envole avec le Mistral, etc. Va se foutre d'une ravine à côté. Et c'est seulement le lendemain matin que des charretiers vont le trouver. Ah, c'est le peintre d'Aix, là. Voilà, ils l'ont chargé sur leur carriole. Ils l'ont ramené chez lui, mais il est mort des suites de ce refroidissement, probablement, quelques jours après, et où on voit son fils et sa mère qui viennent sur le lieu du drame, quelques jours après, et le fils remarque dans la ravine quelque chose d'insolite, il y va, et il récupère le tableau de son père. Voilà, l'ultime tableau de la Sainte Victoire de Cézanne, et ça, c'est
particulièrement bouleversant. Voilà, moi j'ai aimé surtout. Voilà. Ouais, parce que justement, c'était un film qu'on a trouvé qui n'était pas forcément très bien joué, ni très juste. Et malgré tout, à la fin, sur ces scènes-là, il y a de l'émotion et on termine avec la larme à l'œil, quoi. Oui, bien sûr. Oui, non, parce que en plus, ça fait bien, ça montre bien, si vous voulez, une espèce de solitude de Cézanne, en tout cas. Non, il avait beaucoup d'amis qui venaient le voir. Hein. Il n'y a aucun doute qu'il y avait tous ses amis de Paris qui passaient de temps en temps, mais quand même, il était là-bas. Il ne faut pas oublier ce tableau célèbre où on voit Cézanne, c'est un autoportrait de Cézanne, où on le voit qui a la tête qui tournait en arrière de lui, et il a le visage d'un homme traqué, et c'est les enfants qui lui jettent des pierres en disant « Oh, le fou, le fou, le fou, le fou ». Ouais, bon, c'est assez triste. Parce que évidemment, il a mis longtemps. Enfin, c'est à la fin de sa vie qu'il a commencé à avoir du succès, à être compris, si vous voulez, à être acheté, à devenir célèbre. Mais les 3/4 de sa vie, ça a été quelqu'un qui était rejeté de tous les cercles artistiques. En tout cas, il ne pouvait pas exposer, etc., etc. Malgré que tous ses contemporains, enfin les artistes en tout cas, et pas des moindres, le révéraient comme un maître, quoi. Voilà. Mais la vie de Cézanne n'a pas été drôle vraiment tous les jours. De plus, son ami Zola l'a en quelque sorte trahi en écrivant ce chef-d'œuvre qui s'appelle L'œuvre. Voilà. Et il s'est inspiré évidemment de la vie de son ami Cézanne, Zola, et ça a profondément déplu à Cézanne, puisque dans l'œuvre, si vous voulez, l'artiste se suicide, se pend à la fin devant une œuvre, parce qu'il a une forme d'impuissance à réaliser, à finir ses œuvres, ce qui était le cas de Cézanne aussi d'ailleurs. Il faut dire que Zola n'a pas eu beaucoup à se fatiguer pour chercher voilà, cette intrigue, puisqu'il a fait un copier-coller évidemment de la vie artistique de Cézanne. Voilà. Ouais, donc voilà, même c'est Picasso qui admirait Cézanne, pour que Picasso soit gentil, à vous reconnaître le talent de quelqu'un d'autre. Oui, pour Picasso, c'était un maître, sans aucun doute. Et il y a aussi, évidemment, on voit ce mas que lui a légué son père, qui est magnifique, dont Cézanne s'est séparé pour faire construire son propre atelier, magnifique aussi, voilà, où il a fini ses jours. Tout ça, c'est émouvant, parce que, bon, Aix, c'est-à-dire que, bon, maintenant, tout ça, c'est urbanisé, etc., etc., c'est mort, hein, tout ce coin-là, voilà, pour rêver, c'est pas vraiment idéal, mais bon, il y a quand même la Sainte-Victoire qui reste là, il y a quand même tous ces souvenirs, toutes ces émotions, et les peintures de Cézanne qui sont des témoignages éternels de cette période quand même assez extraordinaire où la peinture a eu, si vous voulez, a vu naître des gens comme Cézanne et comme tant d'autres aussi. Et puis après, ça s'est éteint tout doucement et maintenant on est avec nos artistes bureaucrates contemporains qui font travailler des praticiens, mais eux qui en font plus grand-chose, enfin bref, on va pas... Et qui sont les peintres des milliardaires, ils sont les bouffons des milliardaires, comme les Pinault, comme tous ces gens-là, voilà. Et on revient toujours aux mêmes choses. Ils se font briller le poil dans des lieux comme Versailles, le Louvre, etc. Voilà, tout ça avec, si vous voulez, la bénédiction sacerdotale quasiment des gens qui nous gouvernent. Voilà, c'est tout un petit monde un peu faisandé, voilà, auquel nos bouffons d'artistes contemporains sont, comment dirais-je, inféodés. Ah bah, merci ma camarade Picheco qui remet un peu d'ordre dans ce bafouillis. Sur la chaise, une robe rouge. Sur la vitre, les arbres d'octobre bougent. Comme au cinéma, le décor ressemble au drame que l'on joue. Une couleur vient sur ton corps, le jour se lève sur ta joue.
je te regarde endormi. Comme il fait beau sur toi, qui ne veut plus être à moi, ma femme, mon ennemi. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, monsieur Machin nous joue sa polonaise. Hôtel des voyageurs, pour t'attendrir, ça t'a fait rire, comme nos amours, les fleurs du mur ont perdu leur doré. Le vent jette une abeille morte. Je voudrais que le vent de la veille sorte, qui a laissé dans cette chambre des mots qui n'allaient plus ensemble. Au cinéma, quand sont doublés des amants dans un champ de blé, ils sont aussi ridicules que nous sous la pendule. Lorsque je t'ai demandé de ne pas m'abandonner, hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, monsieur Machin nous joue sa polonaise. Hôtel des voyageurs, pour t'attendrir, ça t'a fait rire, ce sont nos dernières vacances avant l'indifférence. La comédie finit là. Ils restent ensemble et l'on n'applaudit pas. Comme au cinéma, les acteurs rentrent chez eux même quand ils meurent. Les fleurs du mur et nos amours tiennent malgré les déchirures. Et quand tu fais ta valise, tu y mets mes chemises. Nous n'arriverons jamais à nous quitter sur un quai. Hôtel des voyageurs, où nos adieux, même les plus tristes, ressemblent à des saluts d'artistes, à des saluts d'artistes. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, monsieur Machin qui joue sa polonaise. Serge Gianni, Hôtel des voyageurs. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, Dieu, ça met sa publicité en recueil qui va se terminer tranquillement pour sa partie artistique en tout cas. On va dire bye bye à Willy, on se reverra une autre fois, on ne l'oubliera pas tout de suite. Bon, on va peut-être vous en reparler lors de notre prochain séjour à Marguette, pas de souci. Enfin, si Dominique arrive à surmonter sa répulsion, comment dirais-je, elle est pas très, elle a pas le pied très marin, ouais, pour tout dire, pour pas dire qu'elle dégobille pendant tout le voyage, mais enfin bon, qu'elle patine dans le... Bon, bref, voilà, mais bon, si jamais elle arrive à retrouver ses esprits avant... Eh ben, on ira à Margate, on vous parlera de Margate, voilà. Ici, ça ne sera pas ici Londres, à vous Paris, mais ça, ici Margate, à vous la France. Oui, Margate, à vous la France. Français, française. Voilà, on fera ça depuis Margate tous les deux. Bah oui. Bon. Alors tout de suite, on va passer, après cette magnifique chanson française, Hôtel des voyageurs, chantée par Serge Gianni, voilà, avec son nom, on ne vous cachera pas qu'il était italien. Et ben ouais, voilà, c'est ça la chanson en même temps, de notre camarade Philippe Meyer,
qui a été éjecté de France Inter. Voilà, un éjecté de plus. Il devrait faire un mur devant France Inter avec tous les éjectés, vous voyez. Bon, alors, j'ai pas précisé tout à l'heure en parlant de la chanson française, il y a aussi le blog de Fred Hidalgo, pour ceux qui peuvent avoir accès à Internet. Fred Hidalgo qui a travaillé à Coru, justement, et qui a un blog très, très détaillé, très riche sur la chanson française. Ah, c'est pour un parent à celle qui a à l'hôtel de ville de Paris. Hein. Je ne sais pas. Parce que là, on dit niet. Hein. Bon. Voilà, alors tout de suite, on va vous parler d'une camarade qui s'appelle Marie-Christine Beiguet. C'est une artiste provençale, pur jus, elle est née à Nice d'ailleurs, mais bon. Elle, actuellement, elle est dans le Gard, à Pugeot. Voilà, un petit bled. On est passé dans le périple quand on est allé dans le sud, on n'est pas chez elle, on était passé la vache cette soirée, dans son jardin. Oh là 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 là. Alors elle n'était pas là, elle bossait, elle faisait du théâtre ce soir-là, elle nous avait préparé une bouffe et tout. On n'a pas touché à la bouffe principale, on n'a pas fait à la tonne, mais enfin, on avait quand même des petites entrées, olives, machin, ça, avec un bon litron de rouge du pays. On était frais quand elle est arrivée. Hein. On a passé une soirée merveilleuse sous un ciel pourri d'étoiles du sud. Oh là 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 là. Bon, bref. Enfin, Marie-Christine, elle expose en ce moment, elle expose à Nîmes. À la vitrine, 4 rue Barbier, non, 4 rue Moubet à Nîmes. C'est la vitrine 4 Barbier. Ouais, c'est encore des trucs d'art contemporain. Bon, bref. Ouais. Elle fait un travail assez étonnant. C'est une chercheuse, hein, une bosseuse surtout. Elle n'arrête pas. Entre les cours qu'elle donne, elle fait du théâtre, enfin, bref. Et elle est graveuse. Mais alors... Elle a un superbe atelier à côté de chez elle. Ah ouais, faut voir le truc. Bon, bref. Et là, elle a fait toute une série de gravures, mais c'est une émule de notre Agnès Dubar. Hein. Elle fait des gravures qui font des longueurs invraisemblables, plusieurs mètres, bref. Et son truc, elle travaille le trait. La ligne, ouais. La ligne, voilà. Et c'est très étonnant comme boulot. Je dirais que perso, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ma camarade Marie-Christine, tu ne m'en voudras pas. J'ai préféré d'autres travaux de toi, mais bon, tu évolues et on n'y peut rien. Mais par contre, ma camarade Piquet-Cou est une de tes fans, ne t'inquiète pas. Voilà, bon, bref. Dominique aime beaucoup ta peinture et ta peinture, non. Enfin, ça peut s'apparenter à la peinture, parce qu'il y a de la couleur, il y a... Voilà. Ouais, justement, ouais, il y a de la couleur. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est un peu, c'est la ligne du paysage, hein, c'est ce qu'elle voit. En fait, c'est les arbres qui se transforment en ligne. Donc, elle en fait des fines, des moins fines. Il y a du bleu, du rouge. Et dans son atelier, il y avait plusieurs gravures. C'était effectivement des panneaux assez longs avec des verres. Et ça, moi, je trouvais ça très, très joli. Ouais, les panneaux assez longs, je dis, c'est plusieurs mètres de long. Enfin, je sais pas comment elle fait pour imprimer tout ça. C'est une énorme machine, une énorme presse. Remarquez. Elle se débrouille bien la petite, hein, quand même, toute seule dans son petit atelier. Non. Alors, l'atelier de Marie-Christine, je voulais vous dire un truc. C'est en pleine pampa. C'est au premier étage d'une espèce de bouse provençale. Elle a une terrasse il faut voir le machin, c'est quasiment un truc de skateboard. Et puis, elle a cet atelier géant. Quand elle sort sur la terrasse en face, il y a une ligne de montagnettes, voilà, qui se perd dans les brumes, j'espère. Un des cigales en plein mois de juillet, je vous dis pas, figuier, tout ça, olivier devant la terrasse, etc., etc. Vraiment un truc, mais on se dit qu'on n'est pas jalouse, hein, parce que c'est une bonne copine, très bonne copine, mais on se dit qu'il y en a quand même, mais elle mérite le pot qu'elle a d'avoir trouvé cet atelier, qu'on lui a refilé, c'est une de ses relations. Bref, enfin bon, elle a eu un peu de chance sur le coup. Voilà, mais on aimerait que tous les artistes puissent bénéficier de conditions aussi favorables à la création que notre camarade Marie-Christine, mais que rappelle, tu le mérites. Ouais, donc là, pour ceux qui passeraient à Nîmes, son travail est visible jusqu'au 14 août 2016. Voilà, vous avez encore 15-20 jours pour en profiter. Je répète l'adresse. Hein. Le nom déjà, le nom de l'expo, c'est Vitrine. C'est exposé dans la vitrine 4 Barbier. Vitrine 4, le chiffre 4 plus loin Barbier, mais sans S.
4 rue Moubet à Nîmes. Vous voyez, ça va être dans le vieux Nîmes, vous pouvez pas vous gourer beaucoup, hein, c'est pas dans les faubourgs, c'est à l'intérieur de Nîmes. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est une vitrine qui est éclairée tous les jours jusqu'à minuit. Voilà. Bon. Donc pour les timides qui n'osent pas rentrer dans les galeries, c'est parfait. Voilà, vous pouvez voir ça. Ça, c'est un concept aussi, les vitrines éphémères. Je faisais partie d'une association à Avignon qui s'appelait Entrée Neuf. Et on avait inauguré ce genre de choses. On avait loué une vitrine, qu'on n'avait pas les moyens de louer une galerie. On avait loué une vitrine d'un commerce qui avait été fermé. Et on exposait dans la vitrine, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient voir l'exposition que depuis le trottoir. Voilà, ça s'appelait des vitrines éphémères. Et depuis, ça a essaimé. Ouais. Alors sinon, dans les expositions, il y a notre exposition donc sur Turner à l'hôtel de Caumont. Donc c'est 3 rue Joseph Cabassol à Aix-en-Provence. C'est une exposition qui est ouverte jusqu'au 18 septembre 2016. C'est tous les jours de 10h à 19h avec un nocturne le vendredi jusqu'à 21h30. Et le tarif, c'est 13 € en plein tarif. C'est quand même, c'est cher. Oui. Nous, on est contre les tarifs de toute façon. Voilà. Sinon, alors après, il n'y a pas d'exposition nouvelle. On peut rappeler celle dont on avait parlé il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire Anne van der Linden, qui expose à la galerie 18 bis à Paris jusqu'au 9 septembre. C'est 18 bis boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement. Elle y expose 3 toiles. Il y a Philippe Aini qui a quelques œuvres exposées à la galerie, la collection Franco-Cérès, donc à Montaulieu, qui a ouvert un lieu qui s'appelle Cop Art à la Marge, et lui expose jusqu'au 15 octobre. C'est 1 rue Joseph Delteil et c'est à Serviès-en-Val. Ouais. Et donc c'est une coopérative aussi, et il expose avec d'autres artistes. Dans l'Aude. Voilà, il y a le musée Eugène Leroy à Tourcoing, qui a une nouvelle exposition. Et le musée aussi Robérol à Émoutier qui invite Clavé, c'est un artisan de la matière, c'est jusqu'au 27 novembre. Et puis toujours Chagall, Léger, Picasso et Turner, voilà. On vous en a parlé, Chagall à Nice, Fernand Léger à Biot, Picasso à Antibes et Turner à Aix, voilà. Voilà, on a fait le tour. Hein. Ah oui, le culturel de la semaine aussi. Ouais, vas-y, tu voulais descendre un film, alors vas-y. Ah bah oui, alors vous savez, il est sorti un film, une suite à Independence Day, et là c'est Independence Day, c'est agence, alors c'est une grosse merde, je vous le dis tout de suite, n'y allez pas, voilà, c'est vraiment nul de chez nul. Le premier, avec ces extraterrestres un peu barjots, là, ça pouvait passer encore, quand on aime ce genre de production cinématographique, c'était pas trop stupide. Il y avait un peu d'humour, tout ça, mais alors là, oh là là, c'est les mêmes 16 ans après, et les mêmes répliques, les mêmes tics, tout pareil, quoi, pratiquement tout pareil, c'est chiant. Bon, alors n'y allez pas, boycottez à mort, répandez la nouvelle autour de vous, ça fera pas de mal. Mais par contre, ma camarade Piqueco va vous parler d'autre chose, qui alors là, par contre... Voilà, là c'est vraiment un très beau film. C'est quand dans la veine de notre film anglais de Ken Loach, Le Soleil se lève, on a cherché d'autres films anglais et on est tombé sur un film de Jim Loach, qui est le fils donc de Ken Loach. Et ça, c'est un film qui s'appelle Oranges and Sunshine, donc des oranges et un lever de soleil. Et c'est un film bouleversant sur l'histoire d'une assistante sociale qui va découvrir au fil de recherche l'histoire de la déportation de 150 000 enfants du gouvernement anglais vers l'Australie, en fait, des enfants qui ont été arrachés à leur famille, des enfants de familles plutôt pauvres, à qui on a fait croire aux parents que leurs enfants étaient adoptés par des familles riches en Australie, on a fait croire aux enfants que leurs parents étaient morts, et par un fait de hasard, cette assistante sociale va être amenée à rechercher une famille d'une jeune femme qui vient la voir, et là elle va mettre le doigt dans cet engrenage et remonter à la surface tout cet épisode scandaleux des enfants qui en fait étaient maltraités, étaient pratiquement aux travaux forcés. On construit même à Bindom un monastère avec des abus sexuels, enfin vraiment quelque chose de terrifiant. Et donc elle et son mari vont travailler d'arrache-pied toute leur vie pour
pour mettre ça à jour et retrouver les parents, les vrais parents de ses enfants. Alors certains sont malheureusement déjà décédés quand elle va pouvoir retracer toute leur origine. Et c'est vrai que c'est bouleversant. Et en fait, c'est une histoire qui commence en 1986. Et il aura fallu 23 ans, c'est-à-dire que c'est seulement en 2009 que l'Angleterre acceptera de faire des excuses à ses enfants. Ouais. Ils ont été déportés depuis la fin de la guerre de 1945, il ne faut pas oublier ça. Et puis, ça, d'ailleurs en France, on a eu à peu près la même chose avec les petits-enfants réunionnais qu'on a déportés en Creuse pour repeupler la Creuse, quoi. C'était à peu près la même chose. Voilà. Par contre, là, il n'y a pas une assistante sociale qui s'est occupée d'eux pour que l'État français présente ses excuses. Je ne sais pas s'il les a présentées d'ailleurs. Enfin bon. Voilà, mais c'est vraiment des choses... c'est un film qui est un film bouleversant, qui est très bien joué. C'est un film de 2010 et Jim Loach est vraiment dans la droite ligne du travail de son père. Absolument, oui. Et puis tu t'avais marqué ciné mensuel. Moi j'avais marqué, oui, que nous on aime bien lire ciné mensuel, donc préciser que le ciné mensuel était sorti pour l'été, donc je crois que c'est un numéro qui fera juillet-août, donc voilà, on aime bien nous participer à sa diffusion, en parler, et c'est toujours, même si celui-ci est peut-être un peu moins incisif que les autres ciné mensuels, c'est toujours intéressant. Il y a quelques articles, il y a un édito qui est quand même très bien. Il y a un article sur le parti kurde qui est intéressant. Enfin, c'est quand même toujours bien de le feuilleter, quoi. Le parti kurde qui n'est pas ce qu'on imagine. Bon, vous pouvez lire ça, en tout cas, c'est vrai. Ça vous décilera un peu. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar,